Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief, un débrief rapide de ces championnats d'Europe 2025. On va revenir un petit peu sur ce que j'ai pensé des différentes courses, de la performance de l'équipe de France, que ce soit du côté des garçons ou du côté des filles. Et puis un petit peu des différentes épreuves de la piste. Enfin voilà. Un résumé assez court du côté de ces championnats d'Europe à Martel en Italie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment cyclisme, biathlon, voile, rugby également avec l'oscillation. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également cliquer rapidement sur la miniature des notifications juste après la mise en ligne des vidéos. Ça permet également de me soutenir. On commence tout de suite avec ces championnats d'Europe de biathlon. On était du côté de l'Italie, du côté de Martel, pas à Antols, mais une piste extrêmement compliquée à Martel. Val Martello pour le nom complet. Une piste à 1700 mètres d'altitude avec énormément de pentes sur cette piste. Donc déjà, il y a l'altitude. On était 100 mètres au-dessus d'Antols Anterselva. On sait qu'on est déjà haut. Et puis, quelques particularités avec le pas de tir, où il y a un cours d'eau notamment qui passe par le pas de tir. Une piste pas forcément extrêmement large et surtout une énorme bosse en milieu de parcours qui était extrêmement dure et des descentes techniques pas forcément reposante, ce qui faisait que c'est une piste extrêmement exigeante. Je pense que l'individuel, notamment des garçons, on a rarement eu une course individuelle qui durait aussi longtemps en biathlon. C'était impressionnant. Le 20 km homme, si vous voulez savoir, qui a eu lieu donc mercredi, ça se gagne en quasiment 55 minutes, c'est 54-10. Et vous avez quand même pas mal de concurrents qui ont fini au-delà de l'heure de course sur un individuel. Voilà, à partir de la 57e place, on était à 1 heure de course. 56e place, 1 heure de course. Impressionnant la difficulté de cette épreuve pendant toute la semaine. Même le 15 km femmes, ça s'est gagné en 47 minutes. C'était impressionnant la difficulté sur le parcours de cette épreuve. Enfin, vraiment, voilà, j'ai été assez surpris de la difficulté de cette étape que je ne connaissais pas, de cette manche qui participait également à l'IBU Cup, parce qu'on a eu vraiment une piste très dure, très difficile, un vrai chantier sur pas mal d'épreuves, ce qui fait qu'il fallait avoir une grosse gestion de course. Les tours de pénalité se payaient vraiment cash. C'est comme la piste était déjà exigeante sur 15 km, si vous vous rajoutez 300 mètres en plus, c'était plus du tout la même chose. Donc il fallait vraiment être bon au tir, sauf que pour être bon au tir, il fallait dompter cette piste et l'altitude, ce qui était loin d'être évident. Dommage, pas beaucoup de tribunes à Martel, ce qui fait que je pense c'est pour ça que c'est pas une épreuve de Coupe du Monde. Mais ça mériterait d'y réfléchir, d'avoir un peu plus de turnover sur les manches, parce que c'est sympa en Tol Santer Selva. Mais je dirais que là, Martel, c'est une belle piste aussi, du côté d'Italie. On pourrait y réfléchir de temps en temps à avoir des épreuves qui bougent un peu en Coupe du Monde. C'est vrai qu'on a un calendrier qui est assez similaire d'année en année, d'avoir des fois des petites modifications, on aille voir d'autres lieux de compétition. On parlait il y a 2 semaines, c'était Altenberg, voilà, de passer sur certaines pistes, d'avoir un petit peu plus de variété sur les différentes pistes du calendrier. Parce que là, Martel, moi j'ai vraiment trouvé cette piste vraiment très bien. Et puis c'est une configuration de piste un petit peu particulière, aussi avec des bosses qu'on doit prendre à plusieurs reprises. Fallait pas se tromper au niveau du parcours, certains ont fait des erreurs de ce côté-là. Fallait être vraiment bien en place. Bon, que retenir de ces championnats d'Europe? Eh bien, beaucoup d'erreurs au tir. Malgré un pas de tir qui semblait pas si compliqué que ça, l'altitude et la difficulté de la piste ont fait que il y a eu très peu de courses en fait. Il n'y a même eu qu'une course au final où ça se gagne à zéro faute. Presque. Alors il y a eu Braunhofer qui a été bon également sur la poursuite homme. Mais c'est vrai qu'il y a eu les filles allemandes sur l'individuel qui font également une belle course.
Mais vraiment, tous les jours, il y a eu des erreurs, une, deux, trois erreurs. Bendika, par exemple, chez les filles, gagne la poursuite avec un 17 sur 20 seulement. Euh, C'était dur de faire un sans faute. Je pense par la difficulté de la piste, par l'altitude, le fait que les concurrents ont parfois eu assez peu de temps pour s'adapter à l'altitude, parce que pour ceux qui descendaient de la Coupe du Monde, bah, fallait faire le trajet entre Antols et cette compétition. Pour les autres qui avaient fait l'IBU Cup, eh bien, on n'était pas aussi en altitude le week-end d'avant, donc il fallait s'adapter vraiment à ça. Donc c'était loin d'être évident du côté de beaucoup de nations. L'Allemagne, par exemple, certaines filles avaient été à Antols auparavant pour se préparer, ce qui n'était pas le cas, par exemple, de l'équipe de France. Mais on voyait qu'au niveau du tir, c'était pas évident, notamment de bloquer les respirations. On a vu beaucoup de filles, par exemple, tirer en respirant, parce qu'elles n'arrivaient pas à faire l'apnée. Donc ça, c'est assez... Il y a eu beaucoup de déchets au niveau du tir. De toute manière, c'est vrai qu'en résumé de ces championnats d'Europe, ça n'a pas tiré très bien. Et aujourd'hui, c'est ce qui rend encore plus frustrant les courses pour l'équipe de France, parce que, en gros, tu avais beaucoup d'épreuves, un 18 sur 20, ça suffisait. Sauf qu'il fallait déjà le réaliser, le 18 sur 20. C'était pas si évident que ça. Donc, ouais, des tirs pas excellents. Est-ce qu'il y a eu il n'y a pas eu tant de découvertes que ça, au final, sur ces championnats d'Europe? C'est vrai que souvent, moi, j'aime bien regarder les championnats d'Europe de biathlon parce qu'on découvre des talents, des gens qui se révèlent, où on retrouve des concurrents. Et au final, là, on a retrouvé Bakken, mais qu'on avait déjà vu sur d'autres manches de Coupe d'Europe. Il y a, d'IBU Cup, il y a Heidenberg chez les filles. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu tant de nouveaux talents qui ont émergé sur les différentes courses. Du côté de la France, les performances de l'équipe de France. Alors on rappelle qui on avait sélectionné du côté de l'équipe de France. On va prendre, hop là, le classement des deux sprints. On avait pris Amandine Mangin, Sophie Chevaux, Gillian Guigona, Camille Benet du côté des filles. On avait également, que je retrouve, Galmas Paulin et Léonie Janier du côté de ces épreuves chez les filles. Chez les garçons, hop là, qu'on retrouve un petit peu les concurrents. On avait donc Oscar Lombardo, Guiraud Poyot, Paturel, Gaëtan Paturel. On avait également Valentin le Jeune. Et on avait Edgar Génie et Rémi Broutier, voilà, du côté de cette équipe de France. On va commencer avec les filles. On va commencer par Amandine Mangin. C'est la Française qui a été la plus performante, même si c'est vrai que du côté de l'équipe de France, ce qu'on notera, c'est trop de déchets au tir. Voilà, et surtout les dernières balles sur pas mal de tirs on est passé à côté. Amandine Mangin, elle est quand même vice-championne d'Europe désormais du sprint. Des derniers tours qu'elle a fait, elle a toujours été performante sur les derniers tours sur les skis, notamment sur ce sprint. C'est ce qui lui permet d'aller chercher la médaille par rapport à Johansson et passer devant Bendika. C'est ce dernier tour où elle a vraiment été extrêmement solide sur les skis. Donc sur les skis, ça allait plutôt pas mal pour Amandine Mangin. Je rappelle que c'est quand même une fille qui n'était pas en IBU Cup en début de saison, qui est arrivée en IBU Cup en janvier, et elle a tout de suite été performante. Et là c'est le cas. Moi je me dis qu'à ce niveau-là, Amandine Mangin, l'an prochain on peut peut-être la voir en Coupe du Monde. Alors peut-être même déjà en fin de saison. Mais aujourd'hui, elle est solide. Alors c'est vrai qu'elle est jeune, mais bon, elle est déjà performante, Amandine Mangin. Elle est jeune parce qu'aujourd'hui, Amandine, elle doit avoir 19. Elle est née en 2004, donc oui, elle a 19 ans. 18-19 ans, mais elle est déjà performante, quoi. Elle est déjà dans le coup. Là, on peut être satisfait de ce qu'elle réalise pour le moment, Amandine Mangin. Et puis, elle fait vraiment du bon boulot. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Elle qu'on avait vu... notamment à Brezeno où elle était performante, à Harbour où c'est là où elle a été le plus impressionnante, mais elle était là également en coupe junior où elle avait été très bonne en début de saison. Aujourd'hui
elle arrive déjà à être dans le coup, quoi. Et sa pire course, c'est la poursuite. Elle fait 13e. Malgré un 17 sur 20, on voit une vitesse sur les skis qui est impressionnante. Et sa pire course, c'est presque le relais, même plus que cette poursuite. Mais aujourd'hui, c'est une fille qui a déjà un petit talent, Amandine Mangin. Je me dis, de l'avoir en Coupe du Monde, ça serait pas un truc exceptionnel, quoi. Parce que en fin de saison, elle a déjà les possibilités de prendre une place. On ne sait pas quelle sera encore la sélection de l'équipe de France parce que ça va se jouer la semaine prochaine, enfin cette semaine plutôt, entre Paula Beauté et Sophie Chevaux, Gillian Guigona, Galmas Paulin, Mangin. Il y aura une vraie compétition là du côté de l'IBU Cup. Mais moi j'ai trouvé Amandine déjà très efficace. Donc ouais, j'aimerais bien la voir sur une Coupe du Monde en fin de saison. Amandine Mangin. Je me dis, la préparation va être très dense cette année et on pourra avoir des surprises lors de la première course l'an prochain. Pas cette saison, mais la saison prochaine, avoir des filles qui sautent, mais parce qu'elles n'ont pas réussi à être performantes lors de la préparation et qu'une Amandine Mangin un peu plus tapée dans l'œil ou, je sais pas, une Galmas Paulin un peu plus tapée dans l'œil des coachs que des filles qui sont actuellement en place. Donc il ne faudra pas se rater sur la préparation. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est comme la préparation risque d'être un peu intense, qu'on ait des filles qui n'arrivent pas à être performantes en janvier, parce qu'on sera sur une année olympique. Après, on verra quelle sera la décision du staff également par rapport aux Jeux olympiques. Est-ce qu'on décidera de plutôt partir sur une équipe où il y a peu de changements, on fait des changements plutôt à la marge, ou vraiment quand quelqu'un est en méforme, ou est-ce qu'on décide de créer beaucoup de concurrence? Mais le risque de créer beaucoup de concurrence, encore une fois, c'est d'avoir des concurrents qui se retrouvent un petit peu, des concurrentes qui se retrouvent en difficulté. Sophie Chevaux, trop d'erreurs par rapport au temps de ski. J'ai trouvé que du côté de l'équipe de France, on a eu du mal à s'adapter à l'altitude. J'ai pas trouvé nos temps de ski si incroyables que ça. Je trouve que Sophie, elle n'arrive pas à finir le travail. Elle finit pas le travail à chaque fois. Toujours ce problème sur les tirs debout. C'est vrai que je trouve même que le geste s'est dégradé sur son tir debout. C'est vrai que là, il y a des mouvements de bassin qui font bouger le canon de manière assez importante, ce qui, je trouve, n'était pas le cas en tout début de saison du côté de Sophie Chevaux. Enfin, c'était moins marqué, me semble-t-il, en début de saison. Et je trouve que Sophie, elle n'a pas réussi à s'adapter à l'altitude. Un petit peu en difficulté de ce côté-là. Et le tir n'est pas propre sur toute la semaine. C'est vrai que si on regarde ce qu'elle a fait sur toute la semaine, Sophie, en résultat, c'est pas suffisant pour remonter en Coupe du Monde ou pour avoir un statut pérenne en Coupe du Monde. 2 erreurs sur le sprint, 4 erreurs sur la poursuite, sur l'individuel, c'est 4 erreurs aussi. Il n'y a pas suffisamment de réussite au tir du côté de Sophie Chevaux. Et comme déjà, en IBU Cup, je dirais que c'est pas suffisant au niveau du tir. Il manque ce travail bien fait. Voilà. Du côté de Sophie. Et aujourd'hui, vu la densité qu'on a en Coupe du Monde, mais également en IBU Cup, faire un 8 sur 10 en sprint et faire 5e, il y a quelques années, ça suffisait pour remonter en Coupe du Monde. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. C'est toute la difficulté, elle dit très bien Sophie Chauveau également en interview, dans d'autres sélections ça passerait, en Belgique elle serait en Coupe du Monde, ouais, mais c'est l'équipe de France, il y a une densité cette année qui est dingue, et là du côté de Sophie Chauveau, pour moi ce n'est pas suffisant ce qu'elle réalise pour le moment, pour remonter en Coupe du Monde. Alors on verra encore une fois face à Paula Beauté, mais de toute manière, même si elle fait un 8 sur 10 ou un 9 sur 10, sa performance lui vaudra que la 6e place au championnat du monde et pas beaucoup mieux. Donc avec une faible chance de participer aux épreuves. Et voilà, Sophie, il lui en manque. Il lui en manque aujourd'hui en termes de niveau de tir et de fiabilité au tir. Et c'est ce qui ne lui permet pas d'être aux avant-postes. Voilà. Et là, si elle fait déjà des erreurs, j'irais en IBU Cup où tu peux te permettre de skier un petit peu moins vite, ça ne sera pas suffisant en Coupe du Monde. Et aujourd'hui, en plus, je trouve qu'elle est que 5e temps en IBU Cup. Là, elle était entre 5 et 7 en temps de ski. Aujourd'hui, 5 et 7 en temps de ski, ça ne te permet pas d'être 5 et 7 en Coupe du Monde. Ça t'envoie peut-être plutôt 12 ou 13e temps en Coupe du Monde. Avec cette performance-là au tir, c'est pas suffisant. 3e française,
C'est Gilon Kigona. Alors Gilon comme Camille, je dirais, les deux, je vais les mettre un petit peu dans le même panier. Elles se sont pas remis de la grippe. Euh, Elles ont chopé la grippe il y a 2-3 semaines et elles n'ont pas encore récupéré à 100%. Elles ont pris la grippe au pire moment, hein, début janvier, c'est vraiment pas le moment d'être malade. En coupe, en IBU Cup comme en Coupe du Monde. Elles sont tombées malades à ce moment-là. Et l'une comme l'autre, eh bien, elles ont eu du mal à s'en remettre pendant toute la semaine. Alors il y a des places d'honneur, on va dire, il y a des top 10, mais que ça soit l'une ou l'autre, elles ne venaient pas pour des top 10, elles venaient pour faire mieux. C'est vrai que Camille Benet avait démarré très fort l'année en IBU Cup, ça s'est vraiment tassé pour elle depuis, parce qu'avec Paula Beauté, elles avaient vraiment démarré fort, et là c'est un petit peu plus compliqué. Peut-être une préparation un peu trop axée sur la première partie de saison, ce qui fait qu'elles ont un peu plus de mal derrière. Et Gilles Guigona, bah oui, la maladie, elle l'a vraiment handicapée. Et elle a aussi, du côté de Gilon, pas des tirs suffisamment bons. Normalement, sa spécialité, c'est le tir à Gilon. Il fallait qu'elle le montre. Elle ne l'a pas suffisamment montré sur ses championnats d'Europe. Et Camille Benet a eu du mal, et notamment sur les derniers tours, hein. Parfois, c'était dur du côté de Camille Benet. Et puis, on termine avec la dernière France, avec Galmas Paulin. C'est encore un peu trop tendre, voilà, du côté de Galmas Paulin. Il lui en manque encore un petit peu. Voilà, là il y a eu des petites erreurs au tir. C'est dommage pour la française. Par contre, au niveau du ski, ça va vite, ça va très vite. Galmas Paulin, elle a déjà le temps de ski pour être performante en Coupe du Monde. Par contre, c'est la fiabilité au tir qui manque encore un petit peu. Du côté de Voldaya, mais aujourd'hui, voilà, le temps de ski, elle a déjà un temps de ski où elle peut jouer en Coupe du Monde. Le tir, par contre, c'est encore un peu trop tendre. Et puis Léonie Janier, bien, je trouve, cette semaine. On n'attendait pas grand-chose de Léonie Janier, au final. Et je trouve qu'elle a été efficace sur toute la semaine. Léonie Janier, si on regarde un petit peu en détail, ses résultats, elle fait 33 du sprint. Sur l'individuel, elle fait 10. Alors, elle abandonne sur la poursuite, c'est dommage. Mais pour une fille dont on n'attendait pas grand-chose, on va dire, par rapport à son début de saison, je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc intéressant ce qu'elle a été en capacité de faire, Léonie Janier, qui l'an dernier était en Coupe du Monde, était au championnat du monde junior notamment, donc vraiment des très bonnes choses, voilà, du côté de Léonie Janier. On sent que c'est encore une fille qui doit prendre de l'expérience, hein, du côté du haut niveau. Et puis Galmas Paulin, c'est encore un peu trop tendre, voilà. Mais il y a quand même des choses intéressantes, hein, du côté de Galmas Paulin. Mais là, sur ces championnats d'Europe, notamment son sprint est pas terrible. Elle remonte quand même sur la poursuite, mais là aussi c'est qu'un 17 sur 20. Elle n'a pas réussi à faire le plein, à faire des courses. Encore une fois, où à 18 ça passait, ou à 8 sur 10 ça passait pour elle, mais elle n'a pas réussi à les faire, toutes ces épreuves-là. Du côté des autres filles, cette semaine, du côté des championnats d'Europe, moi j'ai noté donc Heidenberg qui a quand même été dominatrice pendant toute cette semaine. Ça m'a vraiment impressionné sur les skis, même sur l'individuel. Elle a été performante pendant toute la semaine. Bendika, ça allait vite sur les skis. Par contre, le tir, c'était pas extrêmement bon. Donc au final, elle arrive quand même, grâce à sa vitesse sur les skis, à faire un titre sur la poursuite. Mais bon, sa performance sur la poursuite n'est pas aboutie. Les Norvégiennes, c'est plutôt les jeunes Norvégiennes qu'on a vues, hein. Les Idaliennes, les Anne Clive. Anne Clive, sur les skis, ça va pas assez vite. Moi, j'ai trouvé que derrière, du côté des Norvégiennes qu'on a vu parfois en Coupe du Monde, je pense à Erkdal, je pense également à Idalienne, c'était pas foufou, très clairement. Du côté de l'Allemagne, ça manque de vitesse sur les skis aujourd'hui pour les différentes Allemandes. Et donc, quand elles n'arrivent pas à faire des gros pleins au niveau du tir, ça peut pas le faire. Donc voilà, il faut réussir à faire mieux, hein. Ça va être Kink, Pouf. C'est des filles qui vont pas assez vite. C'est vrai que j'avais oublié Kalkenberg qui a même pas fait la poursuite, hein. Mais et Randby qui a été quand même en difficulté du côté de la Norvège aussi, qu'on avait vu un petit peu en Coupe du Monde. Et puis que dire du côté des différentes nations, des différentes filles. Moi j'ai été un peu déçu de ce qu'a proposé Scottheim, et qui avait un peu la pression.
je pense, sur les épaules. Boulina également, je m'attendais à mieux de la lettonne. Et puis Léa Mayor, pas suffisamment rapide sur les skis. Tomingas également est à l'herbe, les Estoniennes, je m'attendais un petit peu mieux d'elle, voilà, sur ces championnats d'Europe. Allez, on passe aux garçons. Moi j'ai bien aimé ce qu'a fait quand même je trouve qu'il y a des choses intéressantes sur la semaine d'Oscar Lombardo. Même si tout n'a pas été parfait, encore une fois le tir a pêché du côté d'Oscar, mais lui qui a repris au final assez tard avec ses soucis physiques, qui a une saison qui est pas évidente, hein, très clairement avec ses soucis de syndrome d'éloge, donc au niveau du mollet. Je trouve que c'est pas si dégueu que ça, voilà, en termes de résultats. Je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses à retenir sur la semaine du côté d'Oscar Lombardo. Il a manqué le tir, voilà, mais la vitesse sur les skis était là, mais le tir n'était pas suffisant, et notamment sa poursuite, ça a été compliqué. Sa poursuite, elle est pas bonne, hein. Il y a 4, 6 erreurs, donc là c'est juste pas possible aujourd'hui. Mais je dirais que sur l'individuel, il joue jusqu'au dernier tir. Bon, il plonge le dernier tir. Sur le sprint, il peut encore jouer une belle perf. Il rate également son dernier tir. Ses fins de course ont été compliquées, mais je pense qu'il manquait un peu de caisse, tout simplement, Oscar Lombardo. Mais je dirais qu'il y a quand même des choses intéressantes du côté d'Oscar, notamment pour mettre la pression sur un Antonin Guigonard de ce côté-là et sur Emilien Claude. Pour moi, Guiraud, Poyot et Paturel, les deux, c'est encore un peu trop tendre. Il va falloir encore faire, je pense, une saison en IBU Cup. C'est peut-être des concurrents qu'on verra en Coupe du Monde, peut-être l'an prochain après les Jeux. Mais je pense que pour le moment, c'est encore un peu trop juste, l'un comme l'autre. Voilà, donc c'est pas encore suffisant pour à la régulière pour monter en Coupe du Monde et pouvoir faire quelque chose. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait Valentin Lejeune sur la semaine. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Là aussi, on est sur un concurrent qui est très jeune, hein, Valentin Lejeune. Il était au championnat du monde junior, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Il a aussi assez peu couru cette saison, Valentin Lejeune. Hein. Il a fait que ses championnats d'Europe à Martel. Là, je vois en gros résultat. Et donc, ça reste un coureur qui est encore un petit peu tendre. Mais j'ai trouvé que là aussi, c'était plutôt une semaine intéressante pour lui. Et puis par contre, Edgar Génie et Rémi Broutier. Rémi Broutier, pour moi, ça a été le plus mauvais sur la semaine. Voilà, pour moi, ça a été le plus mauvais. Je l'aurais même pas mis sur le relais, pour tout vous dire. Et Edgar Génie, ça va vite sur les skis, mais le tir, c'est pas encore ça. Donc, c'est pas suffisant. Voilà, du côté d'Edgar Génie, il faut vraiment qu'il bétonne beaucoup plus ce tir. Il va vite sur les skis, ok, d'accord, mais sur le tir, c'est pas suffisant. Et Rémi Broutier, c'est difficile. Hein. Pour le moment, c'est un coureur qui était ultra prometteur, hein, Broutier, et puis il est un peu disparu. Et là, pour le moment, je trouve que c'est un peu le dernier élément de cette équipe. Voilà. Et c'est pas très rassurant. Donc, ça serait bien de repartir au top, voilà, du côté du niveau de ces concurrents-là. On regarde les autres garçons. Bakken m'a vraiment marqué et ça fait du bien de le revoir parce qu'il a quand même connu des périodes compliquées et là pourtant c'était de l'altitude et que c'était pas évident. Christiansen m'a pas impressionné du tout sur cette semaine. Mulbacher, l'Autrichien, ça c'était une belle surprise et c'était bien, comme Braunhofer également sur la poursuite. Et puis Isaac Frey, qui pour moi a déjà le niveau pour aller titiller et pourquoi pas monter en Coupe du Monde. Et avoir Uldal, Isaac Frey, ça montre que du côté de la Norvège, on a toujours du niveau. David Zobel, pas suffisant au tir. Voilà, Botton, assez transparent aussi. Hein, lui qui était la pépite il y a quelques temps, Botton, il a un peu disparu. Roman Rees, le poids des ans commence à se faire sentir, comme on dit. Et puis, pas grand chose d'autre à dire sur les autres concurrents qu'on voit parfois en Coupe du Monde, puisqu'il n'y en avait pas tant que ça chez les garçons. Coltea, mais bon, pas suffisant sur les skis. Là, je vois notamment du côté des différents concurrents en Coupe d'Europe.
Voilà, derrière. Et notamment aussi les Belges. C'est vrai que j'ai pas parlé des Belges, que ça soit chez les filles et chez les garçons, bah, ça manque encore un peu de densité à ce niveau-là de compétition. On peut finir sur les relais. Bon, c'est pas les courses que j'ai le plus suivies, hein. Les relais, je regardais un petit peu d'autres choses à côté. Moi, pour moi, la France, bah, sur le relais des filles, alors tout le monde est tombé un petit peu sur le fait de dire qu'on n'avait pas mis la plus rapide sur la fin. De toute manière, on tire pas suffisamment bien et Amandine Mangin, bah, le manque d'expérience, ça lui a coûté cher. Voilà. Et Gilles n'a pas été suffisamment performante sur le tir. Donc face à l'Allemagne qui fait un 0,9, c'était pas suffisant, tout simplement. Voilà. Du côté de cette équipe de France. Mais on peut noter que la Norvège s'est fait seulement 3,12, hein, seulement 7ème. Donc là, il y a vraiment du gros travail du côté de la Norvège. C'est voilà, même Anneke Live hein, fait pas un bon relais. Elles sont quasiment hors jeu d'entrée. La Suède aussi, mais la Suède, à part Heidenberg et Scottheim, derrière, c'était pas terrible. Et donc Heidenberg, là aussi, manque d'expérience sur le tir du bout, ça lui a coûté cher. Et du côté de l'Italie, bah, malgré Passler, on prend que la troisième place. Parce que Scatolo, bah, un petit peu jeune encore. Voilà. Et puis du côté des garçons, bah, je crois qu'il n'y avait pas grand chose à faire face à la Norvège, qui fait quand même une seule balle de pioche. Donc là, ça a été parfait du côté de la Norvège. Et on peut saluer bah, la troisième place de l'équipe de France, malgré 17 balles de pioche, hein. Ça a été très dur du côté de l'équipe de France, bah, notamment Rémi Broutier qui fait pas un bon relais, Gaëtan Patual en difficulté, mais grâce à Guillaume Poirot et Lombardo, on a bétonné quand même un résultat, notamment face à l'Italie et la Suède. Et puis l'Allemagne n'avait pas grand chose à faire du côté pour battre la Norvège sur cette épreuve. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur cette semaine de compétition? Bien non. Bien, je crois qu'on a fait le tour sur ces 5 jours de compétition. On se retrouve pour les championnats du monde à partir du 8 février. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.